à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour mon pronostic du classement général du Tour de France 2020 de cyclisme. Alors tout simplement, je vous avais parlé dans une précédente vidéo, on parlait déjà du Tour de France, qu'on va le suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube. Et là, toutes les vidéos un petit peu présentation Tour de France sortent, avec présentation des coureurs, des équipes, du profil de chacune des étapes. Des favoris, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre en intégralité le Tour de France 2020. Après chacune des étapes, il y aura une vidéo résumée de chacune des étapes. Avant les étapes, il y a les vidéos présentation des étapes, du profil, des cols, des difficultés et des favoris également de l'étape, mais également pourquoi pas du général et des autres classements. Donc pour tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification pour bien rester abonné. Et c'est parti pour ce pronostic que je vais commenter. Donc c'est moi qui l'ai fait tout simplement par rapport à ce que je pensais. Bien sûr, il se peut que j'en refasse un une fois qu'on sera par exemple à la mi-Tour de France, quand il y aura eu tout simplement déjà des plus gros états de forme révélés, on va dire. Pour l'instant, on est un petit peu sur les courses préparatoires que j'ai regardées, mais bien sûr, on n'est pas encore sur le pic de forme du tour pour les coureurs, donc je peux pas encore être hyper précis. Mais déjà, j'ai essayé de montrer une grande tendance. C'est vraiment un pronostic, c'est pas à prendre au sérieux bien sûr, mais voilà, c'est juste comme ça pour faire une petite vidéo sympathique. Et puis pourquoi pas, il y aura peut-être des coureurs là-dedans qui seront bien classés, et qui seront comme ça dans la fin du Tour de France. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti donc pour commenter ce top 10 que j'ai créé. Donc on va commencer par la 10e position. Alors j'ai mis Miguel Angel Lopez, le coureur colombien de l'Astana. Donc on l'a vu tout simplement sur le critérium du Dauphiné. Il était déjà plus en forme que sur les courses qu'il avait faites juste avant. Et du coup Miguel Angel Lopez je l'ai mis 10e parce qu'il me paraissait un peu juste. Je le sens pas dans son meilleur état de forme. Même s'il a son pic de forme, il paraît encore un peu juste par rapport aux autres coureurs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à la 10e position, sachant qu'il n'a pas de grosses références cette année et que ses références sur les tours, les autres années il avait des bons classements, mais il avait été meilleur en début de saison, donc c'est pour ça que j'ai mis 10e. 9e, j'ai mis Nero Quintana, le Colombien de l'Arkea. Tout simplement déjà parce qu'il a une petite équipe, parce qu'il est pas très fort au contre-la-montre et on sait quand même qu'il y aura un contre-la-montre très important à l'avant-dernière étape du Tour de France. Bien qu'il y ait une montée à l'arrivée où il pourra se rattraper dans le contre-la-montre, il y aura quand même du plat avant et globalement Nero Quintana je l'ai trouvé un petit peu juste sur le Mont Dénivelé Challenge par exemple, sur le Dauphiné, je l'ai trouvé un peu juste. Il suit, mais il est un cran en dessous, donc Quintana je le mettrai à la 9e position pour toutes ces raisons. 8e position, je mettrais Tom Dumoulin. Alors je pense que Tom Dumoulin, il peut jouer sa carte personnelle malgré qu'il Roglic dans son équipe. Mais je pense que si par exemple Roglic a besoin de soutien, Dumoulin devra se sacrifier comme il l'a fait sur le Dauphiné notamment. Donc Tom Dumoulin, j'ai décidé de le mettre 8e parce que même si il joue un peu carte de co-leader et en même temps d'équipier, il est bon contre la montre, il risque de faire de bons résultats lors du contre-la-montre et il risque également d'être toujours présent un peu dans le groupe des favoris. Même s'il est encore sur retour de blessure, il n'a pas couru pendant longtemps, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis plus haut que 8ème. Et je pense que 8ème, c'est une position qu'il peut tout à fait faire avec son retour de forme actuel. 7ème, j'ai mis Daniel Martinez. Alors Daniel Martinez, c'est vrai qu'il sort un peu de nulle part ce coureur, mais c'est un jeune Colombien, un jeune prodige, un peu comme Bernal l'année dernière qu'on connaissait quasiment pas et qui est arrivé un peu de nulle part aussi. Daniel Martinez, il faut quand même savoir qu'il a remporté le Dauphiné, il a été bon, malgré les abandons de Roglic et Bernal, il a été capable de s'imposer. Pinot, lui, a été derrière, donc Martinez, c'est quand même pas n'importe qui. Alors je l'ai mis 7ème, tout simplement parce que je pense qu'il y a possibilité qu'il y ait d'autres leaders dans son équipe. Qui est Education First. Et je pense que au début ils vont pas trop savoir sur qui jouer le général. Il y a aussi Rigoberto Urán ou encore Sergio Higuita. Mais je pense que Martinez sera le plus frais des trois leaders en gros. Et je pense que c'est lui qui jouera le général. Mais il est encore jeune, il a pas trop de références sur 3 semaines, il est pas très bon contre la montre. Donc Martinez je le mettrai 7ème pour toutes ces raisons. 6ème, le Slovène Tadej Pogačar. Alors Pogačar c'est un jeune coureur slovène très bon, il a déjà performé sur les grands tours, mais bon là on est sur le Tour de France, il y a une grosse artiste au début de ce tour, il est pas mauvais au contre-la-montre, il est plutôt bon en montagne, mais pour l'instant je le trouve un peu un cran en dessous des principaux leaders qui sont par exemple Roglic ou Bernal. Donc c'est pour cette raison que je vais le mettre 6ème, Tadej Pogačar qui risque d'après ce classement d'être meilleur jeune donc du Tour de France, si ce classement est à peu près juste. 5ème, alors là je vous avoue que c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot il m'a laissé très incertain parce que Thibaut Pinot il est capable du meilleur comme du pire, mais après c'est pas forcément de sa faute, il se blesse souvent tout ça.
Des fois il est capable d'être très bon et des fois il est un peu en dessous. C'est vrai que ce qu'il nous a montré sur le critérium du Dauphiné pendant les 4 premières étapes c'était rassurant. La dernière étape par contre il a été lâché et il a un peu perdu le moral. Donc là c'est vrai que ça m'a mis un peu dans le doute. Il a fait un très gros Tour de France l'année dernière avant d'abandonner justement sur blessure. C'est vrai que Thibaut Pinot c'est le coureur pour moi le plus incertain. Il peut aussi bien se retrouver quasiment premier ou dans le top 3 que hors du top 10. Donc c'est vrai que cette cinquième position ça a été un peu entre les deux et je pense que c'est peut-être la position la plus probable, mais je suis pas certain quand je le mets là. C'est vrai que Thibaut Pinot c'est vraiment le coureur qui m'a posé problème pour faire ce classement parce que je le sens bien aussi bien au-dessus dans le classement qu'en dessous, donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc je vais le mettre cinquième parce qu'au contre-la-montre c'est pas le plus fort. En montagne cette année il n'a pas l'air d'être au top non plus. Il est bon hein, bien sûr, il a été un petit peu un cran en dessous de Roglic, mais un petit peu un cran en dessous de Bernal. Et après dans l'autre étape il a été en dessous de Martinez, donc c'est vrai que c'est pour ces raisons là que je l'ai mis que cinquième. Mais c'est vrai que dans le Tour de France il peut arriver un petit peu au-dessus. Mais Thibaut Pinot c'est le coureur, si je le mets un peu plus haut dans le classement, c'est risqué parce qu'il est capable de prendre des coups de bordure, on l'a vu avec son équipe l'année dernière, alors qu'il était vraiment le favori le mieux placé on va dire du Tour. Donc c'est vrai qu'avec Thibaut Pinot c'est vraiment incertain, c'est un coureur que j'aime bien mais qui nous fait des fois des mauvaises surprises comme des bonnes d'ailleurs. Thibaut Pinot cinquième. Quatrième, au pied du podium, j'ai mis Emmanuel Burman. Alors pourquoi Burman? Parce que avant qu'il abandonne sur le Dauphiné, il était très bon. L'année dernière sur le Tour de France, il a été très bon, mais un cran en dessous vraiment des gros cadors. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Là, en l'occurrence, cette année, ça serait Roglic et Bernal. Et Burman, je vois bien cette année aller loin dans le Tour et pourquoi pas faire quatrième comme ça. C'est un coureur complet, il est bon rouleur, il est bon contre la monte, il est bon grimpeur. Après, reste à voir son état de forme, comment il sera, notamment après sa chute sur le Dauphiné et son abandon. C'était plutôt un abandon pour justement être au top au Tour de France et pas prendre de risques, on va dire. Donc Burman, je le verrais bien quatrième. Alors, après là on rentre dans le top 3, dans le vif du sujet. Alors, en troisième position, j'ai mis Egan Bernal. Alors pourquoi Egan Bernal, je ne l'ai pas mis au-dessus? Parce que c'est vrai quand on sait que c'est quand même le vainqueur du Tour de France de l'année dernière, on se dit pourquoi pas Bernal premier. Parce que Bernal, tout simplement, cette année, je le trouve un petit peu un cran en dessous. C'est-à-dire que sur les courses qu'il a faites, il en a fait plusieurs, hein, j'en ai regardé plusieurs. Il y a eu bien sûr le Dauphiné, c'est souvent la référence que je donne parce que c'est vraiment la semaine de course où il y avait vraiment beaucoup de favoris. Mais bien sûr, il y a eu le Tour d'Occitanie, il y a eu énormément de courses aussi par étape aussi. Mais Bernal, je le sens pas au top. Il avait mal au dos d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a abandonné sur le Dauphiné. Mais malgré ça, il était quand même en dessous de Roglic hein, à chacune des étapes. Bernal, je le sentais coincé en montagne, comme s'il n'était pas hyper frais, donc c'est quand même bizarre. Après, son pic de forme doit être calculé par l'équipe Ineos pour arriver au Tour de France, mais je le sens un petit peu en dessous Egan Bernal, donc c'est pour ça que je l'ai mis troisième. Pareil au niveau contre-la-montre, c'est pas non plus la référence, il est pas mauvais, il limite la casse, mais un Roglic par exemple est largement au-dessus, même un Emmanuel Burman je pense est un peu au-dessus. Alors deuxième j'ai mis Primoz Roglic. Primoz Roglic, faut savoir que sur toutes les courses par étapes qu'il a faites depuis un an, il les a toutes remportées, ou sauf la Vuelta où il a fait troisième. C'est quand même un sacré phénomène, Primoz Roglic, très bon rouleur, très bon contre-la-montre et très bon grimpeur. Primoz Roglic sur le Dauphiné, avant d'abandonner, il était maillot jaune, il était premier, il avait gagné des étapes. Sur toutes les étapes de montagne, il a montré qu'il était au-dessus. C'est vrai que j'ai vraiment hésité à le mettre, pourquoi pas premier, mais je me suis dit, la petite surprise, Richard Carapaz, qui a remporté une fois le Giro et qui va être géré par l'équipe Ineos, qui, je pense, va mettre Carapaz et Bernal en leader tous les deux, donc en co-leader. Je pense que Carapaz peut remporter ce Tour de France. Je sais pas, j'ai un petit truc qui m'a dit que quand il allait participer, il pouvait gagner ce Tour de France, Carapaz. Il a vraiment été performant sur tout ce qu'il a fait au niveau course. Il n'a pas fait énormément de courses, les autres coureurs l'ont pas énormément vu non plus. Je pense que Richard Carapaz, l'équatorien, après avoir remporté le Giro justement devant Primoz Roglic, je pense qu'il peut être capable de remporter le Tour de France une fois de plus devant Roglic et devant tous les autres. Donc voilà pour ce pronostic, c'était une petite vidéo fun, il y en aura peut-être un autre mi-Tour de France quand on aura plus déjà de détails sur les formes et également s'il y a eu des abandons et tout, on peut pas prévoir à l'avance, donc pour reconstruire un top 10, donc voilà. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ciao.